Au moment où je suis arrivé aux funérailles de ma belle-mère, mon mari a appelé « N'entre pas. Rentre tout de suite à la maison. » Pourquoi? C'est les funérailles de ta mère. Pas le temps d'expliquer. S'il te plaît, pars. Confuse, je suis rentré et j'ai trouvé 3 voitures de police. Le détective m'a regardé et a dit « Madame, nous devons discuter de quelque chose d'important concernant votre belle-mère. » J'ai eu le souffle coupé en entendant la suite. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston, Emily Carter préparait le dîner dans la cuisine de sa maison à 2 étages. Ses mains s'activaient avec une aisance familière alors qu'elle découpait des légumes. 5 ans s'étaient écoulés depuis son mariage, mais elle n'avait pas encore eu la joie d'avoir des enfants. Son mari, Michael, travaillait dans une société financière et rentrait toujours tard. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait parvint à ses oreilles, suivi des pas fatigués de Michael. « Bienvenue à la maison », dit Emily en se retournant avec un sourire. « Merci », répondit Michael en desserrant sa cravate. « As-tu reçu un appel de ma mère ?»« Pas aujourd'hui », répondit Emily avec une expression légèrement perplexe. Sa belle-mère, Dorothy, avait pour habitude de l'appeler chaque jour à 14 heures précises. Mais aujourd'hui, aucun contact, ce qui était inhabituel. Dorothy était connue pour sa personnalité stricte et exigeait toujours la perfection. À l'époque où elle était enseignante, ses élèves l'avaient même surnommée la « Dame de fer ». Au début de leur mariage, Emily avait eu du mal à nouer une relation avec sa belle-mère. Dorothy critiquait souvent en détail tout ce que faisait Emily, de sa cuisine à son ménage, et même sa façon de parler. Cependant, avec le temps, elles avaient bâti ce qui semblait être, en apparence, une bonne relation. Pourtant, au fond, une tension sous-jacente persistait toujours. « Je passerai chez ma mère demain », dit Michael. Dorothy vivait seule dans une maison à environ un quart d'heure de route. Après avoir perdu son mari 10 ans plus tôt, elle refusait obstinément d'entrer dans une maison de retraite et continuait à vivre de manière indépendante. C'était devenu une routine pour Emily de s'y rendre 2 fois par semaine pour l'aider avec les courses et le ménage. Le lendemain matin, Emily se dirigea vers la maison de sa belle-mère. Elle essaya d'entrer par la porte de derrière avec sa clé, comme d'habitude, mais pour une raison quelconque, la porte ne s'ouvrait pas. L'anxiété la gagna. Elle fit le tour jusqu'à l'entrée principale et sonna, mais personne ne répondit. La voisine, Madame Johnson, jeta un coup d'œil par sa fenêtre, l'air inquiet. « Une ambulance est venue la nuit dernière », dit-elle à voix basse. Tôt ce matin, Dorothy a été retrouvée en bas des escaliers. Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. Elle appela frénétiquement l'hôpital, mais il était trop tard. Sa belle-mère était décédée d'un traumatisme crânien causé par sa chute dans les escaliers, avant même d'avoir pu être transportée à l'hôpital. Quand Emily contacta Michael, il quitta immédiatement son travail et se précipita à l'hôpital. Ils restèrent là, tous les deux, hébétés. Tout était si soudain. Dorothy était en bonne santé et n'avait aucune difficulté à monter et descendre les escaliers. Personne ne pouvait comprendre pourquoi cela s'était produit. Les préparatifs pour les funérailles commencèrent dans la précipitation. Les frères et sœurs de Dorothy les contactèrent les uns après les autres. L'oncle Robert, la tante Margaret, et même des cousins éloignés annoncèrent qu'ils viendraient assister à la cérémonie. Emily avait une montagne de choses à faire, rendez-vous avec les pompes funèbres, arrangements floraux, préparation des repas. Michael s'occupait des procédures administratives entre ses obligations professionnelles, mais il semblait étrangement distrait. « Ça va ?» demanda Emily en regardant avec inquiétude le visage fatigué de son mari. « Oui, c'est juste que je n'arrive pas à croire que ma mère soit partie », répondit Michael en portant la main à son front. Les funérailles étaient prévues 3 jours plus tard. Elles auraient lieu à l'église que Dorothy avait fréquentée pendant de nombreuses années. Emily prépara un éloge funèbre en se remémorant ses souvenirs avec sa belle-mère. Elle avait certes été une personne stricte, mais elle aimait son fils et faisait toujours passer la famille en premier. Pour vider la maison de sa belle-mère, Emily et Michael s'y rendirent à plusieurs reprises. De vieilles photographies, des lettres, de la vaisselle précieusement conservée. Chaque objet ravivait des souvenirs. Emily découvrit que sa belle-mère avait secrètement gardé des photos d'elle, ce qui lui réchauffa le cœur. Un jour, Emily remarqua que le comportement de Michael était étrange. À la table du petit déjeuner, il consultait fréquemment son téléphone portable. Lui qui n'y touchait jamais pendant les repas vérifiait désormais l'écran à chaque message et quittait parfois la table pour prendre des appels dans une autre pièce.
Le travail est prenant en ce moment? Demanda Emily, soucieuse. Oui, comme j'ai dû m'absenter subitement pour le décès de ma mère, il y a beaucoup d'ajustements à faire, répondit Michael vaguement en regardant à nouveau son téléphone. Cet après-midi-là, Emily était chez le fleuriste pour finaliser les arrangements floraux des funérailles. Elle commanda une couronne composée principalement d'arômes blancs et de lisianthus mauve pâle, et décida d'y ajouter les roses jaunes que Dorothy aimait tant. Le fleuriste, compréhensif, lui promit de magnifiques compositions pour le deuil. Quand elle rentra à la maison, Michael était au téléphone dans le salon. Dès qu'il entendit Emily fermer la porte d'entrée, il mit fin à l'appel précipitamment. « À qui parlais-tu » demanda Emily d'un ton neutre. « Un collègue du travail. Il appelait au sujet des funérailles. » La réponse de Michael était rapide et semblait peu naturelle. Le lendemain, Emily et Michael retournèrent vider la maison de la belle-mère. Ils commencèrent par la chambre de Dorothy, triant les vêtements dans l'armoire. Emily emballa avec soin le collier de perles et l'alliance que sa belle-mère chérissait. Michael dit qu'il s'occuperait des papiers et descendit au bureau du rez-de-chaussée. Environ 1 heure plus tard, Emily alla voir où il en était. Debout devant la porte, elle écouta attentivement la voix de son mari qui provenait de l'intérieur. « Je comprends. Mais c'est trop dangereux maintenant. Attends encore un peu. » À qui parlait-il? Emily s'approcha doucement de la porte, mais la voix de Michael était basse et elle ne parvenait pas à distinguer clairement ses propos. Lorsqu'elle frappa, son mari raccrocha à la hâte. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Emily, essayant de paraître naturelle. « Non, pas grand-chose. Mère était organisée, donc tous les documents importants sont regroupés. » Michael rangeait précipitamment des papiers sur le bureau. C'est à ce moment qu'Emily remarqua un petit bout de papier par terre. En le ramassant, elle vit un numéro de téléphone écrit d'une main féminine. Dans la section réservée au nom, seule l'initiale R était lisible. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Emily en montrant le papier à son mari. L'expression de Michael se figea un instant. « Ce sont probablement les coordonnées d'une amie de ma mère. Je faisais une liste des personnes à prévenir pour les funérailles. » Cependant, Emily connaissait bien le cercle social de Dorothy. Sa belle-mère était méthodique et conservait toutes les coordonnées dans un carnet d'adresses bien organisé. Elle n'était pas du genre à laisser traîner des notes comme celle-ci. Ce soir-là, les membres de la famille commencèrent à arriver les uns après les autres. L'oncle Robert et la tante Margaret arrivèrent en taxi de l'aéroport. Emily les accueillit et leur montra la chambre d'amis. Cependant, elle sentit que leur comportement, à eux aussi, avait quelque chose d'étrange. « La mort de Dorothy est vraiment soudaine », dit Margaret à voix basse. Elle était si solide sur ses jambes. Robert soupira également profondément. Tomber dans les escaliers, c'est impensable. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait y avoir une autre raison. Emily était troublée par les paroles de la famille. Certes, sa belle-mère était en bonne santé, mais des accidents imprévus peuvent arriver aux personnes âgées. Alors, pourquoi tout le monde était-il si méfiant? Pendant qu'elle préparait le dîner, le téléphone de Michael sonna de nouveau. Il répondit rapidement et sortit dans le jardin par la porte de derrière. Emily observa son mari à travers la fenêtre. Il parlait intensément, avec une expression grave. Quand l'appel se termina, il se couvrit le visage de ses 2 mains et soupira profondément. Au dîner, les proches partageaient des souvenirs de sa belle-mère, mais Michael ne disait presque rien. Alors qu'Emily servait les plats, Margaret lui murmura « Tu ne trouves pas que Michael agit bizarrement ?» Au-delà du choc de la perte de sa mère. Il y a comme une tension différente. Emily ne sut que répondre. Elle ressentait la même chose, mais ne pouvait l'admettre devant la famille. La nuit précédant les funérailles, Emily ne parvint pas à dormir. En regardant l'horloge, elle vit qu'il était plus de 2 heures du matin. Elle remarqua que Michael, qui aurait dû dormir à côté d'elle, n'était pas là. Elle se leva doucement du lit et chercha dans la maison. Du salon au rez-de-chaussée, elle entendit la voix de son mari. Il était engagé dans une longue conversation téléphonique avec quelqu'un. Emily s'arrêta à mi-chemin dans l'escalier et tendit l'oreille. « Je comprends. Demain, tout sera fini. D'ici là, quoi qu'il arrive, garde le silence. » La voix de Michael était empreinte de désespoir. « Si quelqu'un te pose des questions, dis que tu ne sais rien. Promets-le-moi. » Elle ne pouvait pas entendre ce que disait l'autre personne, mais Michael termina l'appel par les mots « Je t'aime ». Le cœur d'Emily se mit à battre violemment. À qui son mari venait-il de déclarer son amour? Le lendemain matin, le jour des funérailles arriva. Emily enfila une robe noire et se maquilla.
Michael semblait inhabituellement nerveux et toucha à peine à son petit déjeuner. Ses mains tremblaient légèrement et il avait du mal à boutonner sa chemise. « Ça va ?» demanda Emily en posant la main sur l'épaule de son mari, inquiète. « C'est juste de penser que c'est le dernier adieu avec ma mère, » répondit-il, sa voix s'éteignant. Les proches se préparaient également, et tout le monde était censé se rendre ensemble au lieu de la cérémonie. Cependant, Michael déclara soudainement « Je vais y aller en avance. Je dois faire une dernière vérification avec les pompes funèbres. » « Allons-y ensemble, suggéra Emily, mais son mari secoua la tête. « S'il te plaît, viens avec les autres. Je me débrouillerai seul. » Michael monta précipitamment dans sa voiture et partit. Emily resta sur le pas de la porte, regardant la voiture de son mari disparaître au coin de la rue. Un funeste pressentiment l'envahit. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. Emily se rendit à l'église avec les proches dans la voiture de l'oncle Robert. Tandis que les souvenirs de Dorothy continuaient d'être évoqués dans la voiture, l'esprit d'Emily était entièrement occupé par le comportement anormal de son mari. Pourquoi Michael était-il parti seul? S'il s'agissait de confirmer les arrangements avec les pompes funèbres, ne devrait-elle pas, en tant qu'épouse, être à ses côtés? Emily, tout va bien? Tu as l'air pâle, l'interpella tante Margaret avec inquiétude. Oui, je suis juste un peu fatiguée, répondit Emily en forçant un sourire. Quand ils arrivèrent à l'église Sainte-Marguerite, de nombreuses voitures étaient déjà alignées sur le parking. Celles des anciens collègues enseignants de sa belle-mère, des voisins et des proches étaient soigneusement garées. La voiture de Michael était également visible. Il était déjà arrivé et se trouvait probablement à l'intérieur de l'église pour les derniers préparatifs. Emily sortit de la voiture de Robert et mit son sac à main noir sur son épaule. En traversant le parking, Emily regarda l'entrée de l'église. Devant la lourde porte en bois, des gens vêtus de noir se rassemblaient silencieusement. La silhouette de Michael aurait dû être visible parmi eux. Après être sorti de la voiture et avoir fait quelques pas, le téléphone portable d'Emily sonna. En regardant l'écran, elle vit que c'était un appel de son mari. Perplexe, elle répondit. « Allô, Michael ?» Emily, la voix de son mari était anormalement tendue. « N'entre pas. Rentre à la maison, tout de suite. » Emily s'arrêta net. « Quoi? Pourquoi? Ce sont les funérailles de ta mère. » Il n'y a pas le temps d'expliquer. S'il te plaît, maintenant, remonte dans la voiture et rentre. La voix de Michael était désespérée. De l'autre côté du fil, elle pouvait entendre de l'agitation et plusieurs voix. Mais Michael, tout le monde attend. Les autres sont avec moi. Emily était confuse. J'expliquerai aux proches plus tard. Pour l'instant, je dois juste te mettre en sécurité. La communication avec Michael fut coupée. Emily fixa l'entrée de l'église. De là, l'un des parents, le cousin David, sortit. Lorsqu'il croisa le regard d'Emily, il eut une expression qui semblait vouloir dire quelque chose, mais il détourna rapidement les yeux. Son visage exprimait de la confusion et ce qui ressemblait à de la sympathie. « Michael, que se passe-t-il, bon sang ?» demanda Emily à voix basse. « Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, fais-moi confiance et rentre à la maison. » La voix de son mari semblait contenir des larmes. « S'il te plaît, Emily. » Plusieurs autres membres de la famille sortirent de l'église. En apercevant Emily, ils se mirent à chuchoter entre eux. Leur comportement n'était clairement pas normal. Les funérailles ne devaient pas commencer avant 30 minutes. Alors pourquoi les gens quittaient-ils déjà l'église? L'anxiété envahit le cœur d'Emily. Quelque chose était fondamentalement anormal. La voix désespérée de son mari, le comportement étrange de la famille et la situation anormale des gens qui quittaient l'église. « D'accord, » décida finalement Emily. « Je rentre à la maison maintenant. »« Merci. Conduis prudemment, » répondit Michael avec un soupir de soulagement. Emily se dirigea vers l'oncle Robert. Il sortait des bagages de la voiture. « Oncle Robert, je suis désolé. J'ai une urgence et je dois rentrer immédiatement. » Robert afficha une expression surprise. « Avant les funérailles? Que s'est-il passé? » Michael m'a contacté. « J'expliquerai les détails plus tard, » répondit Emily de manière évasive. Tante Margaret s'approcha également, inquiète. « Emily, y a-t-il un problème? »« Je vais bien. Je suis désolé. Pourrais-je emprunter la voiture? Je pourrais appeler un taxi sinon. »« Tu peux prendre la voiture. »« Mais es-tu sûr que ça va? » dit Robert, inquiet, en lui tendant les clés. Emily prit les clés et monta précipitamment dans la voiture. En démarrant le moteur,
elle regarda une dernière fois l'entrée de l'église. Cette fois, Madame White, une amie de sa belle-mère, sortit en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Cependant, ses larmes semblaient provenir de la confusion plutôt que de la tristesse. En partant, Emily échafauda diverses hypothèses. Pourquoi son mari était-il si paniqué? Pourquoi la famille la regardait elle avec des yeux compatissants? Et pourquoi les personnes venues assister aux funérailles quittaient-elles l'église avant le début de la cérémonie? Le trajet de retour, qui prenait habituellement une vingtaine de minutes, lui parut une éternité. Chaque fois qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, elle regardait son téléphone. Aucun nouveau message de Michael. En entrant dans le quartier résidentiel, Emily fut témoin d'une scène anormale. 3 voitures de patrouille étaient garées devant leur maison. Les gyrophares étaient éteints, mais leur présence rompait la tranquillité du quartier. Elle pouvait également voir Madame Chen, la voisine, observer la scène depuis sa fenêtre. Emily agrippa le volant avec des mains tremblantes. Était-ce la réalité? Elle s'était réveillée normalement ce matin et devait se rendre aux funérailles de sa belle-mère. Alors, pourquoi la police était-elle chez elle? Elle gara la voiture sur le bas-côté et sortit lentement. À ce moment, 2 inspecteurs sortirent de la porte d'entrée de la maison. L'un était un homme d'âge mûr, l'autre une jeune femme. Dès qu'ils virent Emily, ils se dirigèrent droit vers elle. Madame Carter l'interpella l'inspecteur. Son badge indiquait « Inspecteur Williams ». « Oui, c'est bien moi », répondit Emily, la voix tremblante. « Je suis l'inspecteur Williams et voici l'inspectrice Johnson », dit-il en présentant sa collègue. « Madame, nous avons des questions importantes à vous poser concernant votre belle-mère. » Emily eut le souffle coupé. Des questions importantes concernant sa belle-mère? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? La chute dans les escaliers n'était-elle pas un accident? Ou y avait-il tout autre chose? Voudriez-vous que nous parlions à l'intérieur? Suggéra doucement l'inspectrice Johnson. Emily ne put qu'acquiescer. Assise dans le salon, les mains d'Emily ne cessaient de trembler. Les inspecteurs Williams et Johnson s'assirent sur le canapé d'en face et sortirent leurs carnets. Un lourd silence emplit la pièce. Madame Carter, tout d'abord, je tiens à vous informer que nous menons une enquête approfondie sur la cause du décès de votre belle-mère, Dorothy Carter, commença l'inspecteur Williams. Emily halta. Une enquête? N'était-ce pas une chute dans les escaliers? C'est ce que nous allons vous expliquer maintenant, dit l'inspectrice Johnson d'un ton doux. En fait, des images importantes ont été enregistrées par une caméra de sécurité installée dans le voisinage de votre belle-mère. L'inspecteur Williams sortit une tablette et la montra à Emily. L'écran affichait la porte d'entrée de la maison de sa belle-mère. L'horodatage indiquait 19h, il y a 3 jours. Le soir même de la mort de sa belle-mère. Veuillez regarder cette vidéo. Sur l'écran, une voiture s'arrêta devant la maison. Une jeune femme aux cheveux blonds mi-longs en sortit. Elle se dirigea directement vers la porte d'entrée sans hésiter et sonna. « Reconnaissez-vous cette femme » demanda l'inspectrice Johnson. Emily fixa l'écran. Seul le profil de la femme était visible, mais elle avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Cependant, elle ne parvenait pas à se souvenir clairement. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais je ne peux pas l'affirmer. Alors, continuez à regarder. La vidéo se poursuivit. Dorothy ouvrit la porte et fit face à la femme. Au début, elle semblait avoir une conversation normale, mais peu à peu, leur attitude changea. L'expression de Dorothy devint sévère, et la femme semblait plaider sa cause avec de grands gestes. Il n'y a pas d'enregistrement audio, mais on voit clairement qu'elle se dispute, expliqua l'inspecteur Williams. Sur l'écran, la femme sortit quelque chose de son sac à main. Cela ressemblait à une photographie. Dorothy regarda la photo et afficha une expression visiblement troublée. Puis, elle invita la femme à entrer. Voici la partie importante. Après cela, les 2 femmes sont restées à l'intérieur pendant environ 30 minutes. Puis, à 19h45, cette femme est sortie de la maison dans un état de panique. L'horodatage de la vidéo avança, montrant la scène où la femme sortait en trombe. Son visage était pâle et elle était clairement paniquée. Elle se précipita vers sa voiture et partit rapidement. Et le lendemain matin, à 6h, la voisine, Madame Johnson, a découvert votre belle-mère en bas des escaliers. Diverses hypothèses traversèrent l'esprit d'Emily. Qui est cette femme? L'inspectrice Johnson sortit une autre photo. C'était un portrait clair de la femme. Au moment où Emily vit la photo, ses souvenirs refirent surface. Rachel. C'est Rachel Smith, une collègue de Michael.
Les deux inspecteurs se regardèrent. La collègue de votre mari? Quelle est la nature de leur relation? Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. Le comportement étrange de son mari, ses appels téléphoniques secrets, et le « je t'aime » tard dans la nuit. Tout commençait à s'emboîter. Michael, mon mari, travaille dans une société financière. Rachel est une collègue du même département. Je crois qu'elle a environ 28 ans. Elle est belle et très compétente, d'après ce que j'ai entendu. Madame, c'est une question très délicate, mais êtes-vous au courant d'une éventuelle relation entre votre mari et Rachel Smith qui dépasserait le cadre professionnel? Demanda prudemment l'inspecteur Williams. Émilie prit une profonde inspiration. Le moment était venu de reconnaître enfin ce qu'elle avait vaguement pressenti. Récemment, le comportement de mon mari a été étrange. Il passait de fréquents appels téléphoniques, rentrait tard. Et la nuit dernière, je l'ai entendu au milieu de la nuit au téléphone avec quelqu'un, et à la fin, il a dit « je t'aime ». Les inspecteurs prenaient des notes détaillées. À part cela, votre belle-mère a-t-elle déjà mentionné quoi que ce soit à propos de Rachel? Émilie fouilla dans sa mémoire. Elle n'a jamais mentionné son nom, mais récemment, elle m'a dit « je m'inquiète pour Michael. Ce garçon cache quelque chose ». L'inspectrice Johnson ouvrit un autre dossier. En fait, en examinant les relevés d'appel de Rachel Smith, nous avons découvert qu'elle a appelé Dorothy la veille de la mort de votre belle-mère. L'appel a duré environ 15 minutes. Émilie était stupéfaite. Rachel a appelé ma belle-mère? Mais elle n'avait aucune raison de se connaître. Votre belle-mère a probablement découvert la relation entre votre mari et Rachel et l'a contacté directement, supposa l'inspecteur Williams. Et le lendemain, Rachel est venue lui rendre visite en personne. Mais pourquoi cela aurait-il conduit à la mort de ma belle-mère? Émilie était perdue. Malheureusement, nous avons également des images de ce qui s'est passé dans l'escalier, dit gravement l'inspectrice Johnson. Il n'y avait pas de caméra de surveillance à l'intérieur, mais il y avait des images prises sous un angle où une partie de l'escalier était visible à travers une fenêtre. Une troisième vidéo fut lancée. La qualité de l'image n'était pas nette, mais on pouvait voir deux femmes se disputer violemment en haut des escaliers. Puis, soudainement, Rachel poussa Dorothy. Dorothy dévala les marches et s'immobilisa en bas. Rachel resta figée pendant plusieurs secondes, puis paniqua et s'enfuit de la maison. Émilie se couvrit la bouche de ses deux mains. C'est un meurtre. Rachel Smith a été arrêtée il y a 1 heure, annonça l'inspecteur Williams. Elle a avoué les faits. Elle dit que votre belle-mère menaçait de révéler leur liaison et qu'après une dispute, elle l'a poussée. Et Michael, mon mari? La voix d'Émilie était faible. Votre mari n'est pas complice, expliqua l'inspectrice Johnson. Cependant, la liaison était bien réelle. Votre mari n'essayait pas de dissimuler l'incident. Il essayait désespérément de vous épargner cette épreuve. Aujourd'hui, aux funérailles, Rachel devait être arrêtée, et il ne voulait probablement pas que vous assistiez à cette scène. Émilie resta assise, abasourdie. La mort de sa belle-mère, l'infidélité de son mari, une affaire de meurtre. Tout s'était effondré en un instant. Rachel Smith sera accusée d'homicide au second degré. Bien que ce ne soit pas intentionnel, elle a causé la mort à la suite d'une agression, et elle risque environ 25 ans de prison. Émilie hocha la tête à travers ses larmes. Peut-être que ce que sa belle-mère avait tenté de protéger à la fin, c'était elle-même, et le prix à payer avait été bien trop élevé. 3 mois plus tard, Émilie effectuait le nettoyage final du bureau de sa belle-mère, Dorothy. Rachel Smith avait été condamnée à 25 ans de prison pour homicide au second degré et purgeait déjà sa peine. Michael avait été licencié de son entreprise et avait complètement perdu sa crédibilité dans le monde de la finance de Boston. Émilie avait entamé une procédure de divorce. Son mari s'était excusé à de nombreuses reprises et l'avait supplié de recommencer, mais sa décision était prise. Le fait que la personne qu'elle aimait l'ait trahi était une blessure que le temps ne pourrait guérir. En organisant les tiroirs du bureau, Émilie trouva une enveloppe qui lui était adressée. C'était une lettre de sa belle-mère. Les mains tremblantes, elle brisa le sceau et déplia le papier. « Chère Émilie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Il y a quelque chose que je devais te dire au sujet de mon fils. Michael s'est égaré. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu as été pour moi plus qu'une fille de sang. Ta gentillesse, ta force et ton honnêteté. J'ai toujours profondément respecté ces qualités en toi. » Émilie ne pouvait plus lire les mots à travers ses larmes. Sa belle-mère avait tout su. Et jusqu'à la fin, elle avait pensé à elle. La lettre continuait « J'ai modifié mon testament.
je te lègue la maison et la plupart de mes biens. S'il te plaît, utilise-les pour commencer une nouvelle vie. La vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de relations bâties sur la confiance et le soutien mutuel. Tu es ma vraie fille. Avec toute mon affection, Dorothy. Emily serra la lettre contre sa poitrine et pleura. Ce que sa belle-mère avait tenté de protéger à la fin, c'était bien elle, et cet amour la soutenait encore aujourd'hui. Le contenu du testament fut officiellement confirmé par un avocat. Sa belle-mère avait secrètement modifié son testament une semaine avant sa mort. Seul un héritage minimal était laissé à Michael, la majorité revenant à Emily. Emily décida de vendre la maison de sa belle-mère et de quitter Boston. Elle commencerait une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Le jour du déménagement, elle emballa soigneusement la photographie de sa belle-mère dans sa valise. Installée dans une petite ville de la côte ouest, Emily commença à travailler à la bibliothèque locale. Les jours s'écoulaient, calmes et paisibles. Parfois, elle rêvait de sa belle-mère. Dans ses rêves, Dorothy souriait toujours et lui disait « Tu as bien fait ». Un an plus tard, Emily se lia d'amitié avec un homme nommé James, rencontré lors d'activités de bénévolat local. Il était professeur de lycée, comme sa belle-mère, passionné par l'éducation. Leur relation se développa lentement. Un jour, Emily raconta tout à James, son précédent mariage, la vérité sur la mort de sa belle-mère et comment elle avait commencé une nouvelle vie. James l'écouta en silence et dit finalement « Votre belle-mère devait être une personne merveilleuse. Elle vous a vraiment aimé comme sa propre fille, et vous avez répondu à cet amour en vivant courageusement. » Emily hocha la tête. « Ma belle-mère m'a appris que la vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de relations unies par la confiance. » Des lettres de Michael arrivaient parfois, mais Emily n'y répondit jamais. Elle avait accepté le passé comme étant le passé, mais choisissait de continuer à avancer vers l'avenir. Lorsqu'Emily assista au procès de Rachel en tant qu'observatrice, elle parvint à lui pardonner. Elle comprit que continuer à nourrir de la haine ne ferait que la faire souffrir elle-même. Sa belle-mère aurait certainement dit la même chose. Au crépuscule, sur le balcon de sa nouvelle maison, Emily regardait la photo de sa belle-mère. Sur le cliché, Dorothy affichait un sourire à la fois strict et bienveillant. « Merci, maman. Je n'oublierai jamais le sens de l'amour que tu m'as enseigné. » Le vent lui caressa la joue. Elle y sentit comme un doux encouragement de sa belle-mère. Emily sourit et se jura dans son cœur de continuer à marcher vers un nouveau lendemain.